Nous avons surtout, jusqu'ici, présenté une vue d'ensemble de l'état actuel du monde occidental, envisagée sur les rapports mentaux. C'est par là qu'il faut commencer, car c'est de là que dépend tout le reste. Et il ne peut y avoir des changements importants et durables qui ne portent d'abord sur la mentalité générale. Ceux qui soutiennent le contraire sont encore les victimes d'une illusion très moderne, ne voyant que les manifestations extérieures. Ils prennent les effets pour les causes et ils croient volontiers que ce qu'ils ne voient pas n'existe pas. Ce qu'on appelle matérialisme historique ou la tendance à tout ramener aux faits économiques est si remarquable exemple de cette illusion. L'état des choses est devenu tel que les faits de cet ordre sont effectivement acquis dans l'histoire contemporaine, ont effectivement acquis dans l'histoire contemporaine une importance qu'ils n'avaient jamais eu dans le passé. Mais pourtant, leur rôle n'est pas et ne pourra jamais être exclusif. Du reste, qu'on ne s'y trompe pas, les dirigeants, connus ou inconnus, savent bien que pour agir efficacement, il leur faut avant tout créer et entretenir des courants d'idées ou des pseudo-idées. Et ils ne s'en font pas faute. Alors même que ces courants sont purement négatifs, ils ne sont pas moins de nature mentale. Et c'est dans l'esprit des hommes qui doit d'abord germer ce qui se réalisera ensuite à l'extérieur. Même pour abolir l'intellectualité, il faut en premier lieu persuader les esprits de son inexistence et tourner leur activité dans une autre direction. Ce n'est pas que nous soyons de ceux qui prétendent que les idées mènent le monde directement. C'est encore une formule dont on a beaucoup abusé et la plupart de ceux qui l'emploient ne savent rien que ce qu'est une idée, si même ils ne la confondent pas totalement avec les modes. En d'autres termes, ce ne sont bien souvent que des idéologues, et les pires revers moralistes appartiennent précisément à cette catégorie. Au nom des chimères qu'ils appellent droit et justice, et qui n'ont rien à voir avec les idées vraies, ils ont exercé dans les événements récents une influence trop néfaste et dont les conséquences se font trop lourdement sentir pour qu'il soit nécessaire d'insister sur ce que nous voulons dire. Mais il n'y a pas de naïfs en pareil cas. Il y a aussi, comme toujours, ceux qui les mènent à leur insu, qui les exploitent et qui se servent et vivent d'intérêts beaucoup plus positifs. Quoi qu'il en soit, comme nous sommes tentés de le redire à tout instant, ce qui importe avant tout, c'est de savoir mettre chaque chose à sa vraie place. L'idée pure n'a aucun rapport immédiat avec le domaine de l'action, et elle ne peut avoir sur l'extérieur l'influence directe que c'est le sentiment. Mais l'idée n'en est pas moins le principe, c'est par quoi tout doit commencer, sous peine d'être dépourvu de toute base solide. Le sentiment, s'il n'est guidé et contrôlé par l'idée, n'engendre que l'erreur, désordre et obscurité. Il ne s'agit pas d'abolir les sentiments, mais de les maintenir dans ses bornes légitimes, et de même pour toutes les autres contingences. La restauration d'une véritable intellectualité ne fut-ce que dans une élite restreinte, ne fut-ce
que dans une élite restreinte, au moins au début, nous apparaît comme le seul moyen de mettre fin à la confusion mentale qui règne en Occident. Ce n'est que par là que peuvent être dissipées tant de vaines illusions qui encombrent l'esprit de nos contemporains, tant de superstitions autrement ridicules et dénuées de fondement, que toutes celles dont se moquent à tort et à travers les gens qui veulent passer pour éclairés. Tant de superstitions autrement ridicules et dénuées de fondament, que toutes celles dont se moquent à tort et à travers les gens qui veulent passer pour éclairés. Et ce n'est que par là aussi que l'on pourra trouver un terrain d'entente avec les peuples orientaux. En effet, tout ce que nous savons dire représente fidèlement non seulement notre propre pensée qui n'importerait en elle-même, mais aussi ce qui est bien plus digne de considération, les jugements que l'Orient porte sur l'Occident, lorsqu'il consent à s'en occuper autrement que pour opposer à son action envahissante ces résistances toutes passives que l'occidental ne peut comprendre, parce qu'elle suppose une puissance intérieure dont il n'a pas l'équivalent, et contre laquelle nulle force brutale ne saura prévaloir. Cette puissance est au-delà de la vie, elle est supérieure à l'action et à tout ce qui se passe. Elle est étrangère au temps et est comme une participation de l'immutabilité suprême. Si l'oriental peut subir patiemment la domination matérielle de l'Occident, c'est parce qu'il sait la relativité des choses transitoires, et c'est parce qu'il porte au plus profond de son être la conscience de l'éternité.